Bonjour. Merci d'être avec nous, député de Seine-et-Marne, premier secrétaire du Parti Socialiste. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Bonjour à vous. On va parler, Olivier Faure, de la politique migratoire et de l'Ocean Viking qui a donc été accueilli ce week-end à Toulon. Est-ce que vous saluez la manière dont le gouvernement et Emmanuel Macron ont géré les migrants de l'Ocean Viking? Je salue l'accueil parce qu'il était indispensable. Il y avait des femmes, des hommes, des enfants qui étaient en danger. Maintenant, saluer la façon dont ça s'est passé, ce serait beaucoup dire, parce que la réalité, c'est qu'on a beaucoup tergiversé et que j'ai le sentiment quand même que cette question-là n'est toujours pas réglée dans la tête du président de la République. Or, si on veut se replacer sur un terrain plus général, on a 234 migrants dans un bateau qui cherche à accoster. C'est effectivement un sujet de médias. Mais la réalité, c'est que ce sont des dizaines de millions de femmes et d'hommes qui chercheront à accoster sur nos côtes dans les prochaines années si nous ne faisons rien sur le réchauffement climatique. Et donc, plutôt que de regarder les choses par le tout petit bout de la lorgnette, il faudrait les regarder grand angle et se poser la question de savoir comment est-ce que nous allons faire pour aider des femmes, des hommes, des enfants qui veulent quitter leur village, non pas parce qu'ils chercheraient ici l'Eldorado, mais parce que tout simplement, ils ne peuvent plus vivre chez eux. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour que dans les prochaines années, notamment la question du réchauffement climatique ne devienne pas, en fait, un puissant moteur pour les mouvements migratoires. Et ça, il ne le fait pas, Emmanuel Macron, parce qu'à la tribune de l'ONU, il y a quelques semaines, il a dit inviter les pays du Nord à aider les pays du Sud. Oui, à la tribune de l'ONU, j'entends qu'effectivement, il y a toujours des gens pour dire que la maison brûle et qu'on regarde ailleurs. Mais simplement, quand on revient à la réalité, malheureusement, rien n'est fait de manière suffisante. Je prends un exemple concret. En pleine COP27, il y a un projet qui est en train de démarrer en Afrique de l'Est avec Total, avec le soutien du président de la République. Et ce projet qui s'appelle donc l'ICOP, eh bien, est un projet qui va produire 24 millions de tonnes pendant 25 à 30 ans de CO2 qui va être projeté dans l'atmosphère. C'est un projet qui détruit aujourd'hui toute l'économie vivrière sur le long du parcours entre l'Ouganda et la Tanzanie. C'est un projet qui détruit les écosystèmes locaux avec une indemnisation qui est très faible quand elle est versée. Et donc, vous allez maintenant nous expliquer que ces gens-là ne peuvent pas venir vers le continent européen. Mais la réalité, c'est que depuis que le monde est monde, quand il fait trop froid, quand il fait trop chaud, les gens bougent. Quand ils bougent, ils provoquent des conflits. Ces conflits se transforment en guerre. Et les gens fuient aussi la guerre. Et donc, vous aurez de toute façon cette question-là devant vous si nous ne traitons pas en profondeur ce sujet. Et donc, 234 migrants, ça n'est pas grand-chose par rapport à ce qui nous attend si nous ne faisons rien. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais beaucoup en font une question de principe. Ce principe, c'est le droit maritime, le droit international. Normalement, ce bateau aurait dû être pris en charge par l'Italie, pas par la France. Il y a quelques années, il n'était pas question pour la France de déroger à ce type de principe. Pourquoi est-ce que le président et le gouvernement français changent de pied pour vous? Parce qu'il y a un principe qui devrait nous guider tous, c'est le principe humanitaire. Et vous ne pouvez pas laisser des gens qui sont en danger de mort parce qu'il y a des maladies, parce qu'il y a de la déshydratation, parce que vous avez des enfants qui sont à bord. Eh bien, vous ne pouvez pas laisser ce bateau tourner. Et surtout le discours qui consiste à dire oui, mais ça pourrait créer un précédent, on ouvre une brèche. Ça, c'est repris par plein de gens sur la scène politique aujourd'hui, qui s'inquiètent en disant mais finalement, la France va devenir la destination privilégiée de ce type de bateau et de ce type de flux migratoire. J'entends ce qui est dit. Mais j'entends... On a tort de dire ça ou pas? Mais vous connaissez cette phrase peut-être de Graham Greene qui dit les principes sont faits pour être abolis, être humain est aussi un devoir. Eh bien, écoutez, je pense que cette phrase-là devrait nous faire tous méditer. Être humain, c'est aussi un devoir. Et donc, quand vous avez des gens qui sont en danger de mort, quand vous avez des gens qui, finalement... Enfin, vous savez que la Méditerranée est devenue le plus grand cimetière européen. Ce sont quasiment 2000 personnes qui sont mortes depuis le mois de janvier dans cette mer Méditerranée qui est notre bien commun avec le sud du monde. Et donc, il faut à certains moments réagir aussi. Enfin, qui peut croire que sur 65 millions d'habitants, on ne peut pas accueillir 234 personnes? Un dernier mot juste là-dessus. La question, c'est pas simplement l'accostage, c'est qu'ensuite la distribution. Et vous avez vu que les pays européens, de manière très solidaire, ont accepté de prendre aussi une part de ces migrants. Donc ne laissons pas penser non plus que le fait d'accueillir un bateau en France conduit à ce que tous restent en France. Ils vont pour la plupart repartir. Non, mais il y a eu un changement de la politique migratoire de l'Union européenne au mois de juin. Il était question que les 13 pays au sein de l'Union soient solidaires avec les pays
pays premiers entrants. On parle de 8 000 immigrants qui doivent être répartis. La France s'est engagée à en prendre 3 000, l'Allemagne 3 000. Mais à ce jour... La France ne l'a pas fait. Ben voilà, 74 migrants ont été pris par l'Allemagne sur 3 000, 58 par la France sur 3 000. Parce que ça ne veut pas dire aussi que on est au stade des belles paroles et que cette solidarité européenne sur la répartition des migrants, elle ne marche pas. Elle ne fonctionne pas. Mais je ne peux pas dire mieux que ce que vous dites. La réalité, c'est qu'effectivement, on est en train de se plaindre de 234 personnes qui auraient dû accoster en Italie et qui accostent finalement en France. Il y a une grosse hypocrisie, du coup. Mais il y a une immense hypocrisie, bien sûr. Un dernier mot, comment vous avez réagi, Olivier Faure, en lisant Gérard Collomb? Parce que Gérard Collomb, qui est une ancienne figure du Parti socialiste... Ancienne, vous avez raison de le dire. Qui dit qu'on ouvre une brèche, qu'à s'en tenir, je le cite, qu'à s'en tenir à une réaction de sensibilité, on renforce plus le problème qu'on ne le résout en créant un appel d'air. Comment vous avez réagi à ça? Non mais, enfin, je n'en peux plus de cette expression sur l'appel d'air. Vous pensez vraiment que c'est un appel d'air? Venant de Gérard Collomb. Mais venant de n'importe qui. Enfin, cette histoire de l'appel d'air, c'est comme cette histoire qu'on nous raconte en permanence que les gens, enfin, vous imaginez des gens qui sont dans un village au fin fond de l'Afrique et qui sont là et qui se disent ah ben peut-être que je vais toucher les allocations. Non, ce qui se disent ces gens, c'est il y a un avenir parce que ce qu'ils voient sur leur téléphone, sur les télévisions, etc., c'est qu'ils voient que nous sommes des régions prospères par rapport à des régions qui sont en fait des régions en détresse. Et c'est la raison qui les pousse à tenter leur chance et à venir sur le continent européen. Mais je le répète, la question là qui est devant nous est une question qui va aller s'accélérant parce que si vous avez la sécheresse, si vous avez les intempéries, si vous avez l'impossibilité de nourrir votre bétail, de nourrir vos enfants, de faire en sorte que vous puissiez avoir trouvé de l'eau, etc. Mais que feront ces gens? Si nous avons, comme c'est actuellement prévu, près de 4 degrés de plus en France à la fin de ce siècle. 4 degrés à Paris, ce sera le climat de Barcelone. Donc là, tout le monde sera content. Mais imaginez ce qui se passera au sud de l'Europe et imaginez ce qui se passera dans l'Afrique subsaharienne. Ben, vous avez la réponse à la question, c'est qu'il y a des tas d'endroits où le désert va avancer et vous n'aurez pas d'autre choix que de bouger. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ça? C'est ça la question centrale des prochaines années. On va parler d'un autre sujet, on va parler du pouvoir d'achat, puisque demain prend fin la ristourne du gouvernement sur les carburants, sur les prix à la pompe. Ça passera de 30 centimes à 10 centimes, cette ristourne. Elle ne prend pas fin, mais elle est réduite. Est-ce que le gouvernement a raison de cibler les aides pour les plus modestes désormais? Oui, moi j'avais appelé le fait qu'on puisse cibler davantage les aides et que ce soit pas indifférencié parce qu'il y a des gens qui évidemment peuvent payer, d'autres qui ne le peuvent pas. Bon. Donc là c'est la bonne méthode? Je pense que, en tout cas, c'est une façon de régler la question qui ne m'est pas étrangère. Maintenant, c'est toujours la même question, c'est sur les effets de seuil et quels sont les gens qui vont en bénéficier, ceux qui n'en bénéficieront pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de Françaises et de Français pour qui la facture énergétique est devenue un véritable sujet. Et je parle des gens. Je parle aussi des collectivités locales parce que il ne faudrait pas oublier le fait que nous avons, je prends les exemples dans ma propre circonscription, la facture énergétique pour les communes dans ma circonscription, elle est multipliée par 3 ou par 4. Personne n'est en dessous de x3. Et donc, comment voulez-vous que les collectivités locales, si elles n'ont pas de bouclier tarifaire, puissent maintenir les services qu'elles offrent traditionnellement? Je pense aux gymnases, aux écoles, je pense à tout ce qui permet la vie en collectivité. On a vécu 2 années terribles avec le confinement, la crise sanitaire, où on a perdu un certain nombre de façons de vivre ensemble. Il serait tragique d'avoir demain, en plus, à nouveau, le repli sur la sphère privée parce que les lieux collectifs ne sont plus assurables sur le plan énergétique. Et donc, il faut un bouclier tarifaire pour les collectivités locales. Comment? À ce bouclier tarifaire, parce qu'on en parle beaucoup, pour les collectivités locales, on va y arriver, vous pensez? Et donc, je ne sais pas si le gouvernement est prêt à y accéder, mais moi je suis prêt à me battre pour cela, parce que je vois en fait les collectivités qui sont en fait avec, vous avez des maires dans toute la France. Les villes moyennes en fait qui sont en difficulté. À l'heure il y a un bouclier pour les 30 000 communes les plus petites. Oui, mais en fait les plus petites, il y a 36 000 communes en France, donc ça fait moins, 34 000. Oui, en gros. Bon, vous avez en fait les toutes petites communes qui vont être accompagnées, mais moi je suis dans des communes qui ont entre 8 000 et 30 000 habitants. Eh bien, en fait, ces communes-là ne sont pas accompagnées. Et c'est tragique parce que ça veut dire des services en moins et ça veut dire aussi un mode de vie qui va être très impacté.
et des collectivités qui sont aujourd'hui à tirer la langue, alors que ce sont des communes qui ne sont pas des communes riches, qui n'ont aucune capacité à trouver de l'argent. Et pour le même moment, le gouvernement supprime la CVAE, ce qui va avoir des effets aussi délétères pour les collectivités locales. Et c'est qui veut aussi contrôler, mieux encadrer en tout cas les dépenses des collectivités. Alors ça avait été supprimé à l'Assemblée nationale, remis par 49.3. Le Sénat va vraisemblablement à nouveau s'y opposer. Vous dénoncez cette décision du gouvernement de vouloir encadrer les dépenses des collectivités? Mais oui, ces fameux accords de Cahors, et qui avaient déjà été contestés à l'époque, qui le sont à nouveau aujourd'hui dans une situation où vous avez des collectivités qui sont étranglées. Et donc c'est toujours la même chose avec ce gouvernement qui n'a jamais compris ce qu'étaient les territoires et ce qu'étaient les collectivités locales. Toujours pas. La preuve en est parce que vous annoncez vous-même. Mais je vous le dis, en fait, oui, ce gouvernement a un mépris profond pour les territoires, pour les collectivités locales, pour les élus locaux. Et à chaque fois, c'est toujours à eux que l'on envoie la patate chaude. C'est toujours à eux qu'on demande de produire des efforts quand, pendant ce temps-là, le gouvernement ne cherche absolument aucune nouvelle recette. Il aurait pu trouver des nouvelles recettes pour accompagner cette crise énergétique. La solution que j'ai proposée à de très nombreuses reprises, c'est de taxer notamment les super profits, de faire en sorte que ceux qui aujourd'hui se sont objectivement gavés sans raison pendant la crise sanitaire, pendant la crise géopolitique, pendant la crise énergétique, pour qui leur nouvelle fortune n'est absolument pas liée à un génie quelconque, qui est simplement liée à des conditions qui leur sont extérieures et qui font qu'ils profitent de crises et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on peut leur demander? Selon le gouvernement, rien. Même Bruno Le Maire nous dit que ce serait tellement injuste. Le Calimero du CAC 40. Vous aviez pris l'initiative, vous vouliez créer un référendum sur cette question des super profits. Il a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous allez renouveler cette démarche-là, oui, la relancer? Sûr. Oui, sous quelle forme et quand? Nous allons, dans la niche parlementaire qui viendra en janvier pour les socialistes, eh bien, nous remettrons en discussion ce texte parce que le débat doit avoir lieu et là où le gouvernement cherche à chaque fois à l'éviter, pendant le débat budgétaire, nous avions déjà remis par voie d'amendement cette question et à chaque fois, ça nous a été empêché par le 49.3. Le texte que vous allez représenter, c'est pour reproposer à nouveau un référendum ? Non, c'est pour proposer directement la mesure. Et le référendum, c'était une des façons possibles pour passer par la fenêtre, là où on était bloqué par le 49.3. Et comme le Conseil constitutionnel considère que l'article 11 de la Constitution ne permet pas de poser la question fiscale, eh bien, nous allons repasser par la voie parlementaire classique, c'est-à-dire par une proposition de loi. Et nous verrons à ce moment-là ce que répondent... ça marchera mieux si ça n'a pas marché là. Mais on va voir parce que pour l'instant, c'est le 49.3 qui bloque à chaque fois. Moi, ce que je veux, c'est que tous les députés de la majorité soient conduits à se prononcer et à dire ce qu'ils sont prêts à faire ou pas. Vous espérez des fissures dans la majorité? Mais ce que j'espère, c'est qu'effectivement, ils finiront par entendre raison, parce que s'ils n'entendent pas raison, nous irons aussi voir leurs propres électeurs en leur disant, voilà ce que votre député a voté. Il a refusé, en fait, de récupérer 20 milliards sur les super profits, quand pendant ce temps-là, on prélève 8 milliards sur l'assurance chômage, 9 milliards sur les retraites, et on considère que c'est normal. Écoutez, il y a un moment où il faut effectivement poser les Français devant les choix qui sont réalisés. Parce que cette politique et cette pénurie organisée, elle n'est pas forcément simplement le fait du hasard ou le fait des méchants qui seraient situés à l'est de l'Europe. Elle est aussi le fait de choix politiques qui sont réalisés par ce gouvernement. Et il est temps que chacun en prenne conscience. Justement, un mot sur les retraites, puisque ce matin, dans une interview aux Échos, Olivier Dussopt dévoile ses premières pistes sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors. Et il dit vouloir aller au-delà de la promesse d'Emmanuel Macron qui était de 1 100 € de retraite minimum. Lui, il veut la porter autour de 85% du SMIC. Vous êtes satisfait? Ça fait 30 € de plus. Écoutez, d'abord, c'est comme dans les contrats d'assurance. Regardez bien, en fait, les petites lignes en bas qu'il faut regarder avec la loupe. Là. Pardon pour les assureurs, mais enfin, c'est quand même ce que fait le gouvernement. Vous n'aurez cette pension minimale qu'à une seule condition, c'est d'avoir une retraite complète, c'est-à-dire toutes vos années de cotisation. Or, qui sont les gens qui aujourd'hui, majoritairement, sont ceux qui ont des retraites inférieures à ce niveau? Ce sont les gens qui n'ont pas pu avoir toutes leurs années de cotisation et qui doivent attendre non pas simplement l'âge légal, mais en fait l'âge du taux automatique, et qui est 5 ans après l'âge légal. C'est-à-dire que, en fait, si rien ne changeait, il faudrait attendre 70 ans pour pouvoir obtenir cette retraite minimale. Mais qui sont les gens... Il dit qu'il ne touchera pas à l'âge de la décote et qu'il restera à 67 ans.
Olivier Dussopt ce matin. Eh ben, alors 67 ans, même 67 ans, qui sont les gens qui, déjà au chômage, à partir de 50 ans, vous savez que c'est très compliqué de retrouver un emploi, etc. Qui sont les gens qui accepteront d'attendre, en fait, 15 ans, 17 ans, pour pouvoir enfin atteindre cette pension minimale? Et comment justifierez-vous le fait que vous ayez en fait un âge légal et un âge du taux mécanique automatique qui soit aussi proche? Dans ces cas-là, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont râler aussi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de compromis possible pour vous, même sur ces questions. Mais je suis contre le recul de l'âge légal. Non, mais pourquoi? Parce que c'est pas simplement une question théorique, c'est parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'en train de faire le gouvernement? Il est en train de dire je veux faire 9 milliards d'économies sur le dos de ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt. Parce que c'est comme ça que ça va se passer. Pour vous et moi qui avons fait des études longues, la réalité, c'est que moi, si je regarde bien, si je veux atteindre mes 42 années de cotisation, il faudra que je travaille jusqu'à 65 ans à minima. Donc moi, je ne suis pas touché par cette réforme. Mais celui qui a commencé à travailler à 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, celui-là, forcément, il va devoir cotiser plus longtemps pour une retraite qui sera identique, parce que tout simplement, c'est lui qui va payer ma retraite. Est-ce que c'est juste? Non. Pourquoi? Parce que en plus, l'espérance de vie, vous savez très bien, entre les cadres et les ouvriers, elle est de 8 ans de décalage. Et je parle de la moyenne. Il y a bien sûr des cas qui sont bien plus importants dans certains métiers, dans certaines branches professionnelles. Et concernant les autres textes d'actualité à l'Assemblée en ce moment, quelle sera la position des socialistes? Je pense par exemple à la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur, la loi LOPMI, dont l'examen a débuté hier, qui prévoit 15 milliards de plus sur 5 ans pour les forces de l'ordre, 8500 policiers et gendarmes supplémentaires. Et comment vont se positionner les socialistes? Comme à chaque fois que ça ira dans le bon sens, eh bien nous voterons pour, quand il n'y a rien à redire. Quand ça va dans le bon sens mais que ça ne va pas assez loin, on s'abstient. Et quand on est contre, on est contre. Voilà, donc là, en l'occurrence sur la LOPMI, nous allons voir comment se déroule le débat, notamment sur les questions qui sont liées à la garantie sur la police judiciaire, qu'elle ne soit pas mise sous l'autorité du préfet et qu'on n'ait pas... Ça va pas dans le bon sens pour vous? Ça va pas dans le bon sens. Par contre, les moyens alloués, on veut des garanties sur le fait que la police judiciaire restera maître de ses propres... qu'elle restera maîtresse d'elle-même. Et en revanche, sur le reste, ça va dans le bon sens. On pourrait effectivement toujours dire qu'on pourrait aller plus loin encore, etc. Mais enfin, ça va dans le bon sens. Donc ça sera un vote pour ou abstention? Ce sera ou le pour ou l'abstention. Ça n'est pas décidé. Ça dépend du débat lui-même. Parce que et s'il n'y a pas de régression, s'il y a des régressions, ce sera contre. Mais effectivement, on jugera sur pièce en fonction du débat. Il y a un autre texte qui risque de diviser, c'est le texte sur la corrida qui sera examiné la semaine prochaine. Alors c'est une proposition de loi d'Aymeric Caron, député de la France Insoumise. Est-ce que vous le voterez? Il y a pas de là on doit se réunir aujourd'hui en fait dans quelques heures et on prendra une décision. Je ne peux pas vous la donner à ce stade. Mais il y aura une décision de groupe ou il y aura une liberté de vote? Je ne sais pas s'il y aura une décision de groupe ou s'il y aura une liberté de vote. Le débat n'a pas eu lieu, donc je ne peux pas vous répondre. Quelle est votre position? Je pense qu'il y a une évolution nécessaire, qu'elle est difficile parce qu'elle touche aussi à des traditions qui sont très ancrées et donc il faut faire attention à peut-être imaginer des solutions transitoires. Il faut regarder les choses avec beaucoup de circonspection. Pas favorable à l'interdiction plutôt? Immédiate. Quand vous avez un président de groupe qui est issu des Landes, c'est compliqué d'avoir un groupe qui vote ce texte, du coup, j'imagine. En Seine-et-Marne, il y a peu de corridas. Je sais que les férias, ce sont des événements qui sont très populaires, que ce sont des événements qui mobilisent des dizaines de milliers de personnes chaque année, et qu'il faut aussi laisser vivre les traditions. Simplement, quand elles sont cruelles, il y a aussi là des choses à inventer, et à les inventer avec les aficionados, avec le monde de la corrida aussi, et faire aller vers une évolution qui permette d'éviter la souffrance animale. On va parler du PS. Le Parti socialiste, donc vous avez votre congrès le fin janvier de l'année prochaine. Ça va arriver vite. La semaine dernière, il y a 7 textes qui ont été d'orientation générale qui ont été déposés. On dit qu'il y aura a priori 3 motions à l'arrivée. Comment est-ce que vous appréhendez les choses, notamment par rapport à ces concurrences? Vous êtes serein ou vous avez des doutes? On entend beaucoup que vous seriez sur la sellette, en difficulté au sein du parti. Ça vous fait sourire?
Bon, je ne sais pas s'il faut sourire ou pleurer ou je ne sais pas. Enfin, la réalité, c'est qu'à chaque fois, c'est le même cinéma et que chacun cherche à montrer les muscles, à expliquer que tel est en danger. Ou... Moi, je vais pas vous dire. C'est du cinéma pour vous? Ben oui, c'est du cinéma. Il y a un vote qui aura lieu en janvier. Donc, attendez le mois de janvier. C'est un vote démocratique avec des militantes et des militants qui seront amenés à trancher. Est-ce que vous voulez revenir en arrière ou est-ce que vous voulez continuer avec cette direction qui a permis notamment de rassembler l'ensemble de la gauche et des écologistes? Et cette question-là, eh bien, elle sera tranchée par les militants eux-mêmes. Et donc, tous ceux qui spéculent le font toujours pro domo. Ils le font en général parce que ils aimeraient bien qu'on puisse dire que je suis menacé. Et moi, je pourrais vous dire que je ne le suis pas. Et je vous le dirai pas non plus parce que je trouve ça ridicule. La démocratie, ça se respecte. Et quand on attend, un résultat, on attend un résultat. Et le débat vient de commencer. Nous allons discuter dans les fédérations. C'est un parti démocratique. A priori, vous avez 59. Secrétaires de fédé départementales sur 100 qui vous sont favorables, donc il n'y a pas trop d'inquiétude. Mais je veux pas rentrer là-dedans. Je veux pas commencer à dire. Combien est-ce qu'il y a de militants qui voteront pour les entre 20 et 25 000, qui sont attendus pour le vote. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette troisième voie? Puisque c'est ça la question. Là, jusqu'à maintenant, il y avait vous, qui êtes pro-NUP, puis il y avait Hélène Geoffroy, qui est clairement anti-NUP, et puis là, il y a une troisième voie avec Nicolas Meyer-Rossignol, le maire de Nini. Le Nini, voilà. Patrick, c'est vous qui le dites, Patrick Caner, Anne Hidalgo. Est-ce que ça vous inquiète? Qu'est-ce que vous pensez de cette ligne? Je sais pas, je la comprends pas. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. En fait, vous-même, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que cette troisième voie? Vous êtes pour ou contre? Ça, je comprends bien. Je suis pour le rassemblement de la gauche et des écologistes. Je pense que s'il n'y avait pas eu le rassemblement de la gauche et des écologistes, il n'y aurait plus de groupe socialiste à l'Assemblée. Je pense que nous n'aurions plus de droit à l'expression, que aucun socialiste ne viendrait plus sur votre plateau. Et donc, oui, je pense que ce rassemblement... Sans cet accord que vous avez signé, ça aurait été la fin du PS pour vous? Ben, ça veut dire que on n'aurait pas eu de groupe parlementaire. Est-ce que vous auriez vous-même continué à accueillir, à héberger sur votre plateau des socialistes qui seraient 3 ou 4 à l'Assemblée? Non, vous auriez considéré, à juste raison, que nous n'étions plus dans le game. Donc, il y a une évidence au fait que cet accord a permis de maintenir une expression et de permettre de relancer aussi un parti qui n'était plus forcément totalement compris et identifié. Là, il y avait un choix clair à faire. Avec qui on part? Avec Emmanuel Macron ou avec le reste de la gauche? Nous avons fait un choix qui est simple, mais un choix qui dit ce que nous sommes. Dans notre tradition, dans notre histoire, dans notre avenir, nous sommes de gauche et nous allons le rester. Voilà l'ancrage que moi je souhaite. Et toutes celles et ceux qui cherchent à dire on est contre le rassemblement avec les uns ou avec les autres, qu'est-ce qu'ils veulent alors? Où veulent-ils aller? Quel est en fait leur centre de gravité? Vers qui veulent-ils se diriger? Qui pense aujourd'hui, après, en 20 ans, 3 élections présidentielles où la gauche n'était pas présente au second tour parce que divisée, qui pense sérieusement qu'un parti, n'importe lequel à gauche, peut s'imposer à lui seul? Même Jean-Luc Mélenchon, qui a fait 19,5% puis 22% à l'élection présidentielle au cours des 2 derniers exercices, n'a même pas réussi à être au second tour. C'est donc dire que nous, avec nos 6% ou nos 1,7%, nous aurions été bien en peine d'être au second tour aussi. Donc il faut retrouver un peu de raison et faire en sorte non pas de se regarder le nombril, de se dire tiens j'aimerais bien être dirigeant de tel ou tel parti, mais de se dire comment est-ce que je peux faire pour que les idées auxquelles je crois et les gens que je défends puissent enfin obtenir la victoire. Ça n'a pas permis la victoire à la NUPES, mais ça a permis de réveiller l'espoir et de construire un chemin. Il n'est pas achevé, il faut s'élargir encore, continuer à travailler, faire en sorte que ce projet partagé s'enrichisse pour pouvoir trouver des électeurs et des électrices nouveaux. Mais ça ne veut pas dire revenir en arrière et considérer que désormais c'est le chacun pour soi qui doit l'emporter. Cette thèse-là, elle a déjà été utilisée à de trop nombreuses reprises et elle a toujours conduit à la même chose, à l'échec et à la défaite. Trouver un chemin, s'élargir encore, est-ce que ça veut dire que les prochaines élections, je pense aux sénatoriales de 2023, c'est des élections où les socialistes se présenteront avec la France Insoumise, les Verts, les communistes sous des étiquettes NUP? Et comment ça va se passer pour les européennes en 2024? Mais à chaque jour suffit sa peine, d'une façon. Mais là, les sénatoriales, c'est demain. Vous êtes en train de les préparer. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre tout de suite. Je vais vous dire, exactement comme pour les législatives, en fonction d'un rapport de force, département par département, il y aura des listes qui se feront avec les forces en présence. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est exactement ce qui s'est passé au moment des législatives. On n'est pas dans le même rapport de force. Au sénatorial, vous avez 80 sénateurs et la France Insoumise n'en a pas un. Ça veut dire que le Parti Socialiste doit être moteur pour vous?
Ça me paraît juste une évidence. En fait, c'est... Mais c'est une évidence partagée par la France Insoumise ? Oui, bien sûr. Bien sûr, ils sont conscients du fait qu'ils ont très peu d'élus locaux et donc très peu de grands électeurs. Donc, bien sûr, jusqu'à présent, j'ai entendu de la part de Manuel Bompard une revendication extraordinaire qui est de demander un sénateur. Bon, je crois que on ne peut pas... Il en veut qu'un ? Je crois avoir compris ça. La discussion n'a pas commencé, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, qu'ils sont conscients que à chaque fois, les accords se font sur des bases qui sont des bases communes, appréciables, qui sont la base du rapport de force. Et vous en avez parlé avec Patrick Kanner? Parce que lui, il est sur la troisième voie, il n'est pas pro-NUP. Le président du groupe. Non seulement je l'ai dit à Patrick Kanner, mais je l'ai même dit au groupe socialiste à l'Assemblée, puisqu'ils m'ont interrogé bien avant les vacances sur cette question qui les taraudait, et je leur ai expliqué très clairement ce que je vous dis là. Évidemment, ça se fera sur la base d'un rapport de force. Voilà. Un dernier mot, qu'est-ce que vous pensez des déclarations des Hollandais? On avait Stéphane Le Foll sur notre plateau la semaine dernière qui disait qu'il fallait ouvrir un débat à l'extérieur du Parti socialiste et créer un nouveau mouvement. François Hollande qui dit que le Parti socialiste n'a plus d'identité. Qu'est-ce que vous leur dites? J'entends ce que les uns et les autres disent. C'est pas parce que ce n'est pas leur identité que ce n'est plus une identité. Et il ne faudrait pas que chacun finisse par considérer que le Parti socialiste est son propre patrimoine. Le patrimoine socialiste, c'est le patrimoine de tous les Français qui veulent que ça change et que ça bouge. Et donc, il y a aujourd'hui une majorité et il y a des frondeurs, des gens qui considèrent que quand ils ne sont pas servis par la majorité, eh bien, ils peuvent fronder, expliquer que ce n'est pas la bonne version des choses. Pour vous, François Hollande, c'est devenu un frondeur du PS ? Bien sûr. Écoutez, je ne sais pas comment, c'est ce qu'il aurait dit de n'importe lequel d'entre nous si nous avions, dans son quinquennat, été défier la règle majoritaire. Il y a une règle qui est la règle majoritaire. Je vois que depuis des mois, voire des années, il s'évertue à fronder à l'extérieur. Écoutez, c'est dommage, parce qu'un président de la République, un ancien président de la République, ne devrait pas s'abaisser à ça. Mais écoutez, je ne veux pas polémiquer non plus avec lui. Je respecte à la fois ce qu'il a été, ce qu'il a fait, mais je lui dis aussi que le devoir que nous avons toutes et tous, à un moment, c'est d'assurer la transition, le passage aux générations qui nous suivent, parce que le socialisme, c'est aussi ça, c'est un passage de témoin et la possibilité de cette longue chaîne qui va de Jean Jaurès jusqu'à nous aujourd'hui, eh bien de faire vivre une flamme, et cette flamme, elle ne peut vivre qu'à une seule condition, c'est d'être à la fois unitaire pour ce qui nous concerne, mais aussi unitaire avec le reste de la gauche pour permettre à la gauche la victoire et avancer. Il y a une permanence dans l'histoire, c'est que le Parti socialiste reste le parti des frondeurs. Donc. Écoutez, j'aimerais bien que ce ne soit pas la seule permanence. C'est surtout le parti du progrès social, le parti de la transformation et pas simplement le parti de l'accompagnement d'une logique libérale qui, depuis longtemps, a montré non seulement ses faiblesses, mais aussi ce qu'elle cause sur le plan social, sur le plan climatique. Et donc, il nous revient dans cette génération, de relever ces défis. Merci beaucoup, Olivier Faure. La une de Ouest France, c'est l'Ukraine. Kherson libérée. Quelle stratégie pour l'Ukraine? C'est à la une de Ouest France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On passe au Club des Territoires.